Bonjour et bienvenue sur Plan B. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos articles et nos interviews en podcast et en vidéo sur www.planb.info avec un S à plan, puisque nous sommes tout à fait ouverts à une multiplicité de plans B pour les défis qui nous attendent. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Audran. Bonjour Stéphane. Bonjour Cyrus. Stéphane, tu es déjà intervenu à plusieurs reprises, tu as fait écrit un certain nombre d'articles, on a fait déjà plusieurs interviews ensemble, et tu es à nouveau très très en verve ces temps-ci, et donc nous avons décidé de faire cette émission sur le sujet de la violence, en rebondissant sur un article que nous avons publié récemment, Un monde de plus en moins violent. Ça s'inscrit d'ailleurs dans la continuité d'une précédente émission que j'ai faite avec Édouard Joly et Angélique Pal, chercheurs à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, où on a parlé de la notion de guerre environnementale. Aujourd'hui, on va parler encore plus généralement de violence avec une histoire de la violence à travers les âges. Après quoi, pourquoi le XXe siècle a été spécifique et qu'est-ce qui peut nous attendre pour l'avenir, quid des guerres climatiques, guerres de ressources, etc. Je vais te présenter brièvement, Stéphane. Tu es historien de formation. Tu es consultant indépendant, principalement auprès du secteur financier sur les sujets de maîtrise des risques, comme le contrôle des armes et des droits de l'homme. Tu es réserviste à la Marine nationale. Fort logiquement, tu fais pas mal de jardinage où tu as un haut degré d'autonomie pour nourrir ta famille avec ta ferme dans le Morvan. Et encore plus fort logiquement, tu es également scénariste de jeux vidéo. Oui. Les articles précédents que tu as rédigés, il y a justement un retour d'expérience sur ton expérience de jardinage avec un article intitulé « Ce qui nous nourrit principalement », dont on met le lien en commentaire. Plus récemment, « Viande d'hier et de demain » avec une histoire de l'élevage et de la consommation de viande. Et puis, en décembre dernier, un article dont la relecture décidément interpelle, « La crise actuelle n'est qu'humaine, mais cela ne durera pas », dont la thèse centrale, c'était que la crise du coronavirus n'était qu'humaine, c'est-à-dire une question de fiction, que la confiance et la fiction qu'on s'est créée tient, donc la finance tient, mais cela ne durera pas. Et alors, est-ce que tu étais Madame Irma? Je ne sais pas, mais ton article se termine sur « Le rationnement vient, la pénurie vient ». Alors que peu de choses laissaient présager de tout ce à quoi nous assistons en ce moment. C'est vraiment le bazar sur les chaînes d'approvisionnement. Il y a des pénuries de partout, surtout. On ne sait pas bien ce qui est structurel, ce qui est conjoncturel. Ma question, c'est, mais qu'est-ce qui t'était passé par la tête à l'époque qui t'a fait écrire ça? Il ne faut pas trop sourire quand on a raison sur ces trucs-là, parce qu'effectivement, je ne suis pas content d'avoir eu raison. Mais je pense que ce qui était derrière ça, c'était une réflexion autour de l'entropie du système monde et du fait que au moment de la pandémie, on avait tout mis sur pause. On n'avait pas atteint un certain nombre de limites physiques encore, c'est-à-dire qu'il y avait encore du minerai, du gaz, du pétrole, tout ce qui fait tourner la grande machine, des bateaux, les usines étaient là. Et le fait de faire pause, on a désynchronisé la totalité des processus de la planète, on a stoppé tout le monde. On a créé par ailleurs des nouvelles demandes très fortes sur les masques, sur un certain nombre de choses, voilà, sur des biens qui ont permis de tenir cette pandémie et d'en sortir à peu près, touchant du bois. Mais malheureusement, l'entropie du système monde, la complexité de ce qu'on a créé depuis notamment l'an 2000 et la mondialisation faisait que, quand on connaît un peu les processus industriels et le fonctionnement du commerce mondial, c'était évident que le redémarrage ne serait pas synchronisé. Et ce qui s'est construit petit à petit, marche par marche, depuis, en fait, Bretton Woods depuis 1945, il a fallu des décennies pour le synchroniser. Et on a fait de gros efforts dont on parle rarement pour essayer de faire en sorte que l'économie mondiale soit lisse, qu'il n'y ait pas trop de fluctuations et trop de variations. Et ces mécanismes de stabilité et de synchronisation ont été tous débordés par la désynchronisation de la pandémie. Et donc là, on en est à ce stade où la crise de l'énergie, on sent qu'elle arrive parce qu'on approche certains pics. Alors, est-ce qu'ils sont durables ou pas? Il y a plein de débats. Mais en tout cas, on sent bien qu'il y a une tension sur l'énergie. Il y a des tensions sur certaines matières premières, clairement. Il y a un certain nombre d'autres tensions sociales qui se font jour. Donc, tout ça est là et pèsera comme des contraintes matérielles. Et par ailleurs, on a cette désynchronisation qui est le fait que ce n'est pas que l'usine ne peut plus tourner, c'est juste qu'elle peine à redémarrer en vrai. Et donc, on est dans cette période d'incertitude
Oui, on est en pénurie, peut-être en rationnement. C'est ce que je te disais. Il y a certaines grandes surfaces déjà sur les drives qui contingentent ce qu'on peut acheter comme type de produit, qui limite à 3 paquets de gâteaux, à 2 plaquettes de beurre. Bon, bah, ça, c'est du rationnement qui ne dit pas son nom. Ou certains vendeurs d'informatique qui disent bah non, je ne vous en vends pas plus de 4, pas plus de 3, parce que j'ai besoin de cartes graphiques, etc. Donc tout ça, c'est des rationnements qui ne disent pas leur nom. Il y a des pénuries, mais on est dans ce moment d'accordéon où on a du mal encore à voir qu'est-ce qui est du domaine de la resynchronisation qui pourra se faire du système monde et qu'est-ce qui est du domaine de la contrainte qui vient et qui croît et dont on ne pourra, elle, pas s'affranchir. Donc voilà, on est dans cet entre-deux. Et donc, bah oui, j'avais un peu raison de dire que le rationnement et la pénurie venaient, et je ne suis pas très content d'avoir raison. C'est difficile de démêler ce qui relève du conjoncturel et ce qui relève du structurel dans la situation actuelle. Bon, sur des matières premières comme le bois ou l'acier, on peut effectivement mettre ça sur le dos de la désynchronisation d'une demande qui rebondit de manière un peu surprenante un peu partout dans le monde. Sur d'autres aspects, ça a l'air d'être un mélange des deux. Donc, les aspects structurels de la pénurie de semi-conducteurs, qui est un secteur qui nécessite de très, très lourds investissements. Et le boom de la demande, ça ne date pas juste de la reprise post-coronavirus, c'était structurel. Le sous-investissement dans le domaine pétrolier, en même temps que commencent à s'épuiser les ressources conventionnelles, bon, c'était plutôt, c'est quand même en partie structurel. Donc, à suivre. Et puis après, bah, toutes les choses qui sont liées. Donc, le prix du gaz augmente, alors à la fois pour des raisons un peu structurelles, à la fois conjoncturelles, mais le prix du gaz augmente, donc le prix des engrais augmente. Bon. Il y a aussi concomitance de électronique, donc on peut plus faire de tracteurs neufs. Donc effectivement, les agriculteurs, ils vont payer l'engrais 4 fois plus cher et les tracteurs en panne à cause des puces électroniques ne sont pas réparés. Donc, mais bon, cette complexité-là, elle était un peu structurelle quand même. Je veux dire, dans un. Ouais. Mais l'entropie du système monde, c'est-à-dire le fait qu'on ait complexifié les boucles de rétroaction partout et qu'on ne les maîtrise pas, ça, c'est quelque chose qui est durable. Et effectivement, toutes les démarches qui visent à réindustrialiser, relocaliser, refaire des stocks, tout ça, ça contribue à avoir des capacités d'amortissage effectivement de ces problèmes d'entropie et de désynchronisation, et qui nous évite aussi de devenir violents quand les choses posent problème. Oui, c'est une super transition, tu as vu. Exactement. Parlons de violence. On fera d'ailleurs, on va faire quelques recherches complémentaires, peut-être écrire des articles sur les questions de pénurie et de rationnement les prochaines semaines. Aussi attendre d'avoir un peu plus d'informations et d'y voir un peu plus clair dans les crises actuelles, parce qu'on a vite fait de porter des jugements hâtifs, moi le premier. Parlons violence et en introduction de ton article, dont une des idées est qu'on n'a jamais eu aussi peu de, entre guillemets, violence, il faut quand même le définir, jamais eu aussi peu de violence qu'aujourd'hui. On est dans un paradoxe où la guerre dans le domaine entre guillemets social se porte très bien, c'est-à-dire il y a énormément de guerres actives, il y a beaucoup de guerres actives, il y a beaucoup de conflits ouverts sur la planète, et pourtant il n'y a jamais eu aussi peu de morts. Enfin, est-ce que tu peux peut-être nous présenter ces différentes idées? Alors, oui, donc en fait, ce travail de recherche, c'est un peu un paradoxe entre une espèce de cri médiatique autour de la violence, de la montée de l'insécurité, des images de guerre, des acteurs humanitaires qui disent qu'il y a des crises humanitaires sans précédent. C'est un vocable qui revient souvent, une crise humanitaire sans précédent. Il y a des criminologues qui arrivent et qui disent que l'homicidité a triplé en France. C'était Alain Bauer il y a 2 ans là, qui disait l'homicidité a triplé, parce qu'on rapportait mieux les tentatives d'homicide. Enfin, en tout cas, on les comptait peut-être plus. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui tiennent de la perception de la violence. Alors, c'est important, parce que la perception de la violence, elle compte. Mais à un moment, je me suis dit, il faut remettre en perspective sur le long terme cette histoire de la violence, où on en est de la violence dans le monde, pour essayer d'avoir à la fois une perspective passée, de savoir vraiment où on en est, et de pouvoir essayer de se dire qu'est-ce qui, dans le siècle qui nous vient, pourra être structurant sur la violence individuelle et collective, et puis quel mécanisme est-ce qu'on peut préserver ou mettre en place ou renforcer pour ne pas retomber dans des cycles de violence plus élevés. Alors, effectivement, la première chose, c'est de se dire de quoi je vais parler quand je vais parler de violence. Et là, il faut admettre que au fil de l'histoire et des sociétés humaines, on n'a pas considéré comme violent la même chose. C'est ce que je dis dans l'article. On n'a aujourd'hui jamais eu à l'échelle mondiale une définition aussi large de ce qu'est une violence. Parce que maintenant, l'Organisation mondiale de la santé
juste que tout ce qui est violence, ça peut être à la fois la menace ou l'utilisation de la force, c'est-à-dire que même la menace, c'est une violence, contre soi-même ou contre autrui, ou contre un groupe ou une communauté, une violence qui entraîne des décès, des dommages, des traumatismes, des risques de traumatisme, un mauvais développement ou des privations. Donc on a vraiment une vision maintenant de la violence qui est, entre guillemets, ceinture bretelle, ce qui est plutôt sans doute une bonne chose, parce qu'effectivement, ça permet de mieux garantir les sociétés humaines, mais aussi ça accroît la perception qu'on a de vivre dans un monde violent. Et en me penchant sur l'histoire de la violence, j'ai cherché qu'est-ce qui, à minima, pouvait permettre de faire une histoire du fait violent, c'est-à-dire quelque chose qui soit une donnée qui soit là tout le temps, qui soit assez univoque et qui permette d'être assez bien corrélée sur les niveaux de violence. Et ça peut paraître un enfonçage de porte ouverte, mais ça l'est pas. La mort violente, tuer quelqu'un, c'est depuis au moins 6000 ans pas normal. C'est-à-dire que le fait de flinguer quelqu'un, de tuer quelqu'un, quand un être humain en tue un autre volontairement, c'est pas normal. Et donc, le meurtre ou la mort de guerre, c'est un acte de violence qui est reconnu comme tel dans toutes les civilisations, dans tous les systèmes juridiques, bon an, mal an, c'est jamais normal qu'il y ait quelqu'un qui tue quelqu'un. Voilà. Donc ça permet, et par ailleurs, c'est quelque chose qui se documente par l'archéologie, puisque, entre guillemets, la mort laisse des traces, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est tué par violence, assez souvent, ça laisse des traces sur le squelette, on meurt, ça cicatrise pas, et donc, comme par ailleurs, on est une espèce qui enterre ses morts et qui ne les laisse pas à l'air libre, bah, les gens, même ses ennemis, on les enterre, ne serait-ce que pour des questions sanitaires depuis très longtemps dans les guerres. Et donc, les archéologues trouvent des corps qui ont des dégâts. On peut reconstruire maintenant de manière forensique. Hein, c'est comme dans la série Bones. On peut se dire, OK, bah, c'était il y a 6000 ans, c'était il y a 100 000 ans, c'était il y a 800 000 ans. On a ce squelette. On peut savoir est-ce qu'il a subi une blessure volontaire ou pas. Et donc, on peut retracer comme ça une histoire de la violence depuis que les hominines sont là. Et donc, voilà ce que je propose de faire cet après-midi, parler de la violence dans le monde, de là où on vient, et puis ça nous permettra de se dire où on va. Lisez l'article qui fait 20 pages, mais où il y a plein de schémas. Donc, aujourd'hui, comme tu le disais, Cyrus, on n'a jamais été dans un monde aussi peu violent en termes de morts violentes. Ça, c'est un paradoxe, mais on n'a jamais eu aussi peu de chances de se faire tuer sur la planète. Voilà, donc homicide plus conflit armé. Voilà. Hein, on n'a jamais eu aussi peu de chances. En fait, voilà, il y a assez peu de morts violentes sur la planète, avec une répartition très inégale. Pour donner un ordre de grandeur, les chiffres précis sont dans l'article, hein, mais il y a à peu près 600 000 morts violentes par an dans le monde, pour environ 60 millions de décès par an dans le monde. Il y a 60 millions de gens qui meurent dans le monde. La première cause, c'est les maladies cardiovasculaires, et ça fait 100 fois plus de morts que les morts violentes. Non, pardon, pas 100 fois plus, mais voilà, ça en fait beaucoup plus. Quand on regarde, il y a 30%, en fait, 30 fois plus. Donc, il y a 1% de morts violentes. Donc, 99% de morts non violentes. Donc, effectivement, le cancer, c'est 17%, les maladies cardiovasculaires, 31%. Donc, voilà, on a à peu près, entre le cancer et les maladies du cœur, on a à peu près la moitié de la mort dans le monde. La mort violente, c'est 1%. Donc, il y a la longue liste de qu'est-ce qui tue les gens. Et donc, c'est assez faible en proportion de la population. Alors, la mort violente, traditionnellement, quand on la compte tous les ans, on la compte en nombre de cas pour 100 000, parce que c'est à peu près ce qui permet d'avoir une idée de ce que ça représente, puisque, bien entendu, c'est pas pareil de tuer 100 000 personnes dans une population de 6 millions de personnes et dans une population de 6 milliards. Donc, voilà, on compte en nombre de cas pour 100 000. Aujourd'hui, on est globalement, depuis une bonne vingtaine d'années, assez stable, autour de 8 pour 100 000. C'est-à-dire que tous les ans, dans le monde, sur 100 000 habitants, il y en a 8 qui vont se faire tuer. C'est ce que j'allais dire. Depuis 20 ans, on a basculé dans un monde de paix. Alors, même si ça s'est ouvert sur le 11 septembre et la guerre en Afghanistan, mais même le siècle dernier, lorsqu'on va jusqu'aux années 90, il y avait des atrocités en Afrique indicibles, qu'on ne voit heureusement beaucoup moins maintenant, donc des génocides, des guerres d'enfants soldats. Et puis, chaque décennie avant ça a vu également d'autres génocides. Et là, depuis 20 ans, effectivement, Dieu merci, beaucoup moins de ça, et statistiquement, donc, ça se vérifie. C'est même depuis 30-35 ans, en fait, que il y a eu des pics, il y a eu des moments et des pics. Mais globalement, c'est vrai que depuis 1945, on a changé de régime de contrôle de la violence dans le monde. Il y a un tas de choses dont on parlera qui font que ça s'est calmé.
il y a eu une grande vague de violence et de mortalité pendant la décolonisation. Donc, il y a eu des pics de violence liés aux guerres post-coloniales, soit parce qu'on virait les colons européens, soit parce que les décolonisés se battaient entre eux. Donc, il y a eu comme ça des grandes flambées de violence. Et après le génocide rwandais, pour faire simple, milieu des années 90, on rentre vraiment dans une période plus calme. Alors, en fait, voilà, la violence baisse jusqu'à la chute du mur de Berlin. On est dans une dynamique baissière. Et puis, voilà, il y a les guerres de l'ex-Yougoslavie, le Rwanda, qui reviennent faire un peu de mortalité, beaucoup de mortalité pour le Rwanda. Et puis, voilà, on rentre à partir de 1997-18, dans un grand étiage. Donc, il y a eu une bosse pour l'Afghanistan, mais qui n'est pas si énorme que ça. Il y a surtout une bosse pour la Syrie, qui est vraiment marquée, qui a été le retour de violences de guerre fortes, mais qui ne nous a pas non plus fait revenir à des niveaux historiquement extrêmement élevés. Mais localement, sur le théâtre syrien, on est revenu à une vraie guerre durable, lourde, forte pour les populations. Et en fait, ce chiffre de 7,8 pour 100 000, qui est un chiffre mondial, il cache des différences qui sont extrêmement fortes. Et globalement, les deux extrêmes, donc c'est la Syrie, les chiffres de 2017, alors c'est des estimations, mais on est à peu près à 200 morts pour 100 000. Et par opposé, en zone OCDE, c'est-à-dire là où on est, chez nous, là, on est à peu près à 2 pour 100 000. Donc voilà, c'est 100 fois plus de morts violentes en Syrie qu'en France, pour faire simple, à quelques pouillèmes près. Et l'Afrique, alors, je ne sais pas, le Nord Kivu, le Soudan, pardon, je t'ai peut-être coupé, mais… Alors, ouais, en fait, il y a des localisations et il y a des zones. Ce dont on parle peu, c'est que la grande zone de mort violente, l'épicentre de la mort violente sur la planète, c'est du Rio Grande jusqu'à la Terre de Feu, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, la zone Caraïbe. C'est vraiment des zones où on se tue beaucoup. Le Mexique, c'est 18 000 morts par an. Le Brésil, c'est 60 000 morts par an par mort violente. Ce n'est pas des zones qu'on catalogue comme zones de guerre, parce que le Mexique, on est un certain nombre à penser que c'est une vraie guerre, mais c'est une guerre contre des cartels. Donc, ce n'est pas dans la mentalité occidentale une vraie guerre entre États avec des fanions ou des mouvements révolutionnaires, puisque c'est des gens qui se battent pour de la drogue, donc on se dit que ce n'est pas une vraie guerre, mais quand même, il y a un vrai conflit avec l'État mexicain. Et puis le Brésil, il y a une situation de violence par arme, surtout dans les grandes villes, qui est très préoccupante. Et voilà, un pays comme le Salvador, dont on a beaucoup parlé avec le fait que le Salvador a mis je crois que c'est le Salvador qui a mis le Bitcoin en cours légal. Le Salvador a 90 pour 100 000 morts violentes par an. Donc c'est des chiffres qui sont très très élevés et qui interpellent. Et effectivement, l'Afrique subsaharienne est une grande zone de violence où il y a effectivement depuis le Sahel jusqu'en Afrique du Sud, il y a des spots localisés très violents où on arrive effectivement. Donc ça, c'est le panorama géographique, je dirais, de la violence. C'est-à-dire que voilà, il y a à peu près 600 000 morts par an. Il y en a à peu près 100 000 en guerre et 500 000 en homicide, à peu près. Donc voilà, 450 000 en homicide, parce qu'après, il y a les attaques terroristes, les interventions de forces de l'ordre. Donc voilà, il y a quelques milliers de morts, dizaines de milliers de morts. Mais globalement, ce qu'il faut garder à l'esprit comme ordre de grandeur, c'est ça, 100 000 morts liés à la guerre, 500 000 liés à des homicides. Donc en situation civile, criminalité organisée, drames familiaux, principalement crimes organisés, narcotrafic, situation para-insurrectionnelle non dite. Enfin voilà, tout ça, ça fait 500 000 morts par an. Et alors, dans les 100 000, c'est-à-dire c'est des morts en conflit ouvert, c'est ça, et les 400 000 restants, c'est des homicides, des guerres des confrontations entre cartels ou alors entre cartels et la police. Il y a une cinquantaine de conflits ouverts sur la planète. Est-ce qu'il y a une espèce de typologie pour les comprendre? 50, ça fait beaucoup. Et ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, il y a un paradoxe lié au fait qu'il y a beaucoup de conflits et ça fait peu de morts. Enfin, qu'est-ce qui caractérise ces conflits qui fait qu'il y a peu de morts et pourquoi se bat-on aussi? Alors, c'est effectivement un des paradoxes de la guerre au XXIe siècle, c'est-à-dire que la guerre se porte bien en tant que phénomène social. C'est-à-dire que quand on regarde la courbe de l'immédiate après Seconde Guerre mondiale, on est autour d'une quinzaine de conflits ouverts par an, à peu près, à un moment. Alors, qu'est-ce qu'une guerre?
pour faire extrêmement simple, les centres de recherche universitaires qui travaillent sur la conflictualité, les universités d'Heidelberg ou d'Uppsala ou les gens comme le CIPRI à Stockholm, ils considèrent qu'il y a un conflit à partir du moment où il y a, selon les instituts, entre 100 et 1000 morts violentes causées par une opposition entre deux groupes socio-culturels ou politiques. Enfin, voilà. Il y a deux entités, deux groupes humains, étatiques ou non, civils ou militaires non, qui se battent violemment. Et ça fait, à un moment, en moins d'un an, entre 100 et 1000 morts. Et là, on se dit, c'est un conflit. Voilà. Et après, on les classe entre soit... Alors, il y avait une vieille catégorie qui était conflit lié à la décolonisation. Bon, il n'y en a plus vraiment maintenant, parce qu'on est sorti de ce cycle de la colonisation. Il y a la catégorie des conflits internationaux, donc entre États. Donc là, il y en a beaucoup moins qu'avant, mais il y en a toujours quelques-uns. Hein, typiquement... quand l'Azerbaïdjan et l'Arménie se sont battus il y a moins d'un an sur le Haut-Karabakh, ça c'est un conflit entre États qui compte, et qui a mis en jeu des mécanismes de régulation ou non via l'OSCE, donc de dialogue entre États. Et puis il y a principalement des guerres civiles, avec ou sans intervention étrangère. Typiquement, l'Afghanistan, ça comptait comme une guerre civile avec intervention étrangère, puisque les partis opposés étaient des partis afghanes, et puis il y avait des étrangers qui venaient, ou qui sont partis, ou qui sont revenus pour certains, intervenir dans ce qui compte comme un conflit civil. Voilà. Donc la nuance est souvent un peu floue, parce que les grandes puissances s'affrontent souvent par proxy ou par groupes civils interposés, mais voilà, on a principalement une cinquantaine de conflits civils ouverts sur la planète. Ouverts, ça ne veut pas dire qu'ils sont actifs à un moment donné, parce que la violence peut avoir une flambée et puis se calmer, ce qui est souvent le cas. Mais par contre, ils ne sont pas résolus. Et c'est aussi un des paradoxes de cette guerre moderne, c'est qu'il y a beaucoup de conflits, mais qui finalement font assez peu de morts sur l'année. Mais par contre, on est incapable de les résoudre. C'est très rare qu'on arrive à résoudre un conflit depuis 1945. Ça arrive, mais c'est plutôt rare. Typiquement, le Vietnam, c'est paradoxal, mais ça s'est résolu. Le Vietnam s'est réunifié, les Américains sont partis, le régime nord-vietnamien a gagné. Bon, conflit, c'est résolu. L'Afghanistan, on ne peut pas dire que ça soit vraiment résolu de manière certaine. Là, on est encore dans une incertitude où on se dit, est-ce que vraiment on peut considérer que le conflit afghan est terminé ou pas? Bon, voilà. Pour vérifier un chiffre, alors il y a 50 conflits ouverts sur la planète. Là, tu disais 15, c'est quoi? C'est 15 nouveaux? C'est 15 nouveaux par an? Juste pour... Non, alors, il y en avait une quinzaine d'ouverts dans les années entre 46 et 1960, et aujourd'hui, on est à peu près 50 conflits ouverts. En ce moment, oui, pardon, oui, c'était bien pour clarifier. On est entre 40 et 50 conflits ouverts depuis les années 90-2000, c'est-à-dire depuis la chute du mur de Berlin. Mais il y avait une hausse avant, donc c'est pas la chute du mur de Berlin qui a causé voilà. Il y a un certain nombre de choses qui sont liées. On en parlera peut-être aux nouveaux mécanismes de gouvernance mondiaux depuis la Seconde Guerre mondiale, qui fait que à la fois les conflits entre États sont devenus plus rares. Ouais. Par contre, les guerres civiles et les violences civiles sont devenues plus fréquentes, mais aussi moins létales, et c'est plutôt bien. Alors, oui, je ne sais pas dans quel ordre prendre les questions. Si on refait un petit peu d'historique, avant de revenir à pourquoi est-ce que les conflits entre États sont devenus plus rares et d'autres questions contemporaines, si on refait un peu d'historique, il me semble que même jusqu'au 19e siècle, la part de morts par rapport à la population, donc le fameux taux par rapport à 100 000, était historiquement très très élevé, y compris par rapport au XXe siècle, malgré les deux guerres mondiales. C'est-à-dire jusqu'au XIXe siècle, il y avait en fait beaucoup de morts dans des conflits. Puis le XXe siècle a vu en fait finalement une baisse malgré toutes les horreurs auxquelles on a assisté. Est-ce qu'on peut retracer un petit peu cette histoire-là pour dire pourquoi il y a eu autant de morts jadis, pourquoi il y en a eu moins au XXe siècle et pourquoi il y en a presque plus aujourd'hui? Enfin presque plus, c'est toujours trop, mais pourquoi il y en a relativement si peu? En fait, le XXe siècle est un peu un paradoxe parce qu'on a effectivement, à partir de 1945, une vraie baisse de la violence. Cela dit, les deux conflits mondiaux pris ensemble, la séquence 1914-1945, avec toutes les guerres dont on parle peu, les crises d'Orient entre 1918 et 1927, la guerre entre la Turquie et la Grèce, les révoltes syriennes, les révoltes en Perse jusqu'en Azerbaïdjan, la grande guerre civile russe, puis les choses qui se sont passées aussi en Chine à partir de 1932. Quand on regarde ce bloc de conflits,
on a atteint à la fois des nombres de morts et des taux de pertes qui sont absolument inédits dans l'histoire. Donc on a eu, alors que la tendance était peut-être à une espèce de calmement de la violence, on a eu une explosion qui a montré que les tendances n'étaient pas irréversibles. Mais j'en parlais tout à l'heure. Alors, d'où on vient du fond des âges. Il y a une chose qu'il faut dire quand même encore sur le panorama actuel, parce que ça interpelle l'histoire de la violence, c'est que quand on tue, essentiellement, c'est un truc d'homme. Et quand on regarde les répartitions sur la planète, on se rend compte que à 85%, les victimes sont des hommes. Donc, ça ne veut pas dire que les femmes et les enfants ne sont pas visés, notamment dans les conflits armés. Il y a des vulnérabilités spécifiques, des femmes liées au viol ou de la menace de l'enrôlement des enfants. Néanmoins, quand on regarde en nombre de morts, voilà, les femmes représentent à peu près la moitié de la population. Elles représentent moins de 15% des victimes. Et surtout, elles représentent moins de 10% des meurtriers. C'est-à-dire que tuer, c'est un truc d'homme. 90% des meurtriers civils sont des hommes et la quasi-totalité des soldats qui tuent avec une arme sont des hommes. L'exception des combattants de Kurdes, c'est vraiment l'épaisseur du trait en termes de statistiques, ça ne se voit pas. Et voilà, donc on peut dire et c'est un chiffre qui reste vrai partout. C'est-à-dire que même quand on va dans des sociétés qui sont les sociétés scandinaves, qu'on cite toujours en exemple de celles qui sont allées le plus loin dans l'égalité des sexes, dans la déconstruction des vieilles structures patriarcales, aussi dans un certain affaiblissement du taux de violence générale, on est toujours à 90% des meurtriers sont des hommes. Il y en a moins, mais c'est toujours ça, avec quelques variations selon les pays, mais on en est toujours là. Et donc finalement, ça interpelle. Et quand on va regarder l'histoire de la violence depuis le fond des âges, on se dit, est-ce qu'on a un truc, notamment, est-ce que les hommes ont un truc qui les pousse à tuer plus que les autres? Est-ce que la violence, elle est naturelle ou est-ce qu'elle est acquise? Et donc là, avant de revenir au XXe siècle, parce que c'est un siècle où on a beaucoup réfléchi sur ces questions, il faut revenir à la préhistoire. C'est un bond de 2 500 000 ans en arrière. Globalement, il y a une controverse qui est une controverse essentiellement philosophique. Quand on regarde les argumentaires des uns et des autres, pendant très longtemps, il y avait 90% de philosophie et 10% de faits derrière. Aujourd'hui, les archéologues sont là et donc ils ont amené des brouettes de données, donc il y a du big data sur la mort et son histoire, qui font qu'on sort un peu de ces controverses. Pas toujours, mais on en sort. Globalement, le point de vue hobbesien, de Hobbes, donc, qui était un philosophe britannique, c'est l'homme est mauvais et violent par nature. Les âges primitifs étaient violents, c'était la guerre de tous contre tous. C'est la civilisation qui a fait de nous des gens policés, civilisés, c'est le cas de le dire. Donc, l'état de nature est un état de violence. Il faut un léviathan, il faut un état fort, il faut un truc qui nous empêche d'être violents par la force pour nous calmer avec un tour de vis, parce que sinon, on sera toujours violent. Et à l'opposé, il y a l'école rousseauiste qui consiste à dire que l'état de nature de l'homme, c'est d'être bon, d'être coopératif et d'être généreux, et que c'est la civilisation qui nous rend mauvais. Avec son excroissance marxiste dans la pensée qui est de dire, quand on était chasseur-cueilleur, on était gentil, mais c'est à partir du moment où on s'est sédentarisé, où on a fait de l'agriculture et où on a fait de la propriété privée qu'on est devenu méchant, violent et qu'on a fait la guerre. Donc voilà. Rousseau dit plus ou moins c'est la civilisation qui nous a rendus mauvais, les marxistes disent c'est la propriété privée qui nous a rendus mauvais, et Hobbes dit non, on est mauvais par nature. Bon. Et puis, les archéologues arrivent avec des milliers de données sur l'histoire de la violence. Qu'est-ce qu'on voit? Globalement, nous, on est là en tant que... Alors, les hominidés, c'est à peu près 2 500 000 d'années. Comptez un bon million d'années pour être là de manière fiable. Sapiens, je crois que c'est 400 000 ans, quelque chose comme ça. La seule trace de violence qu'on voit de manière continue depuis 800 000 ans dans l'archéologie, c'est assez spécifique, c'est le cannibalisme. C'est-à-dire qu'on voit dans les restes humains, alors c'est macabre, hein, c'est principalement des restes humains juvéniles, des traces de préparation à vocation de dépeçage. Et on dépeçait malheureusement des enfants humains comme du gibier, il y a 800 000 ans, sans qu'il soit extrêmement clair de savoir si on les avait tués volontairement ou pas. Et vu les taux de mortalité qu'il y avait sur ces époques-là, bon. Il y a certains archéologues qui disent que ça ressemble quand même à des habitudes de groupes de chimpanzés qui pratiquent de la prédation sur les juvéniles, d'autres groupes de chimpanzés pour limiter leur territoire. D'autres archéologues qui disent non, c'était de la consommation opportuniste en période de disette sur les enfants qui de toute façon mourraient. Donc bon, mais en tout cas, c'est pas marqué et il n'y a pas d'évidence flagrante du fait qu'on tue des gens. Et il y a eu une grosse méta-étude qui a été faite en 2010 sur 2900 restes humains qui commence à faire un certain corpus, entre globalement moins 800 000 et moins 16 000,
Moins 16 000, en gros, c'est l'époque où on commence à trouver des premières sépultures de masse. C'est-à-dire où il y a plein de gens qui sont morts de mort violente d'un coup. Donc, avant ces premières sépultures de masse, les archéologues ont regardé sur 2900 corps humains entre moins 800 000 et moins 16 000, comment ils sont morts. Il y a 4 cas qui, de manière nette, sont liés à des morts violentes. Donc, 4 pour 2900, c'est pas rien. Ouais. Enfin, c'est pas la flambée de la guerre permanente de tous contre tous que Hobbes nous vendait d'un âge absolument barbare où on se serait entretués en permanence. Donc, voilà. Par contre, très clairement, la violence décolle avant le néolithique, avant qu'on s'installe de manière sédentaire, avant qu'on fasse de l'agriculture, avant qu'on ait des villes, avant qu'on ait des États, avant qu'on ait de la propriété privée. Je suis désolé pour les marxistes. On commence à être violent. Et la violence démarre, voilà, fin de la dernière glaciation, fin du paléolithique, mésolithique. Alors, c'est des noms comme ça, une période un peu. Mais voilà, la violence décolle et on commence à se tuer. On commence à se tuer à coups d'arc, on commence à se tuer à coups de flèche, on commence à se tuer, vraiment. Et pour conquérir des terres, pour réduire des gens en esclavage. Pourquoi les groupes humains se tuent. Et alors là, il y a une foule de débats. Je ne suis pas rentré dans le détail de tout. Hein. J'ai donné quelques exemples d'hypothèses, mais donc il y avait cette hypothèse de se dire, bah oui, mais les gens. Alors, il y a l'hypothèse de la glaciation déjà. Les choses étaient très tendues, donc il est possible qu'on ait favorisé par sélection dans une espèce humaine dont les effectifs s'étaient très réduits par la glaciation. Des groupes qui étaient très violents s'en sont peut-être mieux sortis que d'autres à des périodes très critiques où du coup leurs comportements ont influé sur leur culture, de se dire ok, bah, on s'en est sorti par la violence, bon, bah, c'est que ça marche. Bon. Ça a pu jouer. Il y a des mécanismes biologiques qui peuvent être liés à nos comportements de primates qui fait que quand un groupe humain est proche d'un autre groupe humain, il va plutôt être tendance à être stressé, à développer des comportements violents. C'est des théories un peu qui sont liées au comportement primate. Bon, c'est très débattu. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail du pourquoi. C'est compliqué, hein, donc je ne suis pas assez expert pour juger de ça. Mais en tout cas, la violence décolle vers moins 15 000, moins 16 000, moins 13 000. Bon, voilà. Alors que le néolithique, c'est 6 000 ans plus tard. Où vraiment, on commence à s'installer, à poser les balises, à faire pousser des trucs et à faire des villes. Et par contre, ce qui est très clair, c'est qu'à partir du néolithique, il y a une explosion de la violence avec des taux absolument ahurissants qui concernent les sédentaires comme les nomades qui restaient encore, les chasseurs-cueilleurs comme les éleveurs, comme les agriculteurs, les structures étatiques comme les structures tribales. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise société. Tout le monde devient hyper violent partout sur la planète. Ce n'est pas un truc d'européen ni d'occidental. Il y a des traces de violence absolument ahurissantes dans le nord-est de l'Australie il y a 8000 ans, alors qu'ils étaient séparés de tout le reste. Enfin, voilà. Il y a une flambée de violence qui atteint des taux qui sont de genre, on trouve 25% de morts violentes sur un site. On trouve, voilà. Et même quand on regarde l'histoire des sociétés proto-étatiques plus modernes, c'est-à-dire de ce que l'archéologie nous dit de ce qu'il y a 500 ans, 1000 ans, 2000 ans sur les sociétés hors Europe et pré-étatiques, on tombe sur des taux comme ça qui sont de 300, 500, 700 pour 100 000. Donc on est à 3 fois la situation syrienne actuelle. C'est vraiment des taux qui ont été hallucinants au néolithique. Enfin, c'est-à-dire quoi? C'est le fait même de se sédentariser qui fait que, en étant un certain territoire, on va massacrer les chasseurs-cueilleurs et les nomades d'à côté, ou alors on les asservit. Enfin, bon, globalement, le néolithique, c'est aussi la victoire des sédentaires sur les nomades. Donc, ça s'est peut-être pas fait non plus sans violence. Allô. Ah, tu m'entends pas? Ça a coupé brièvement. L'image était figée juste quand tu as commencé ta question. Il faut juste que tu la reposes. Pas de problème. Non, je disais, le néolithique, c'est aussi venu avec une sédentarisation et donc marquer son territoire, et puis aussi l'extermination de tribus nomades par des sociétés sédentaires. Donc, est-ce que ça explique là une partie de l'explosion de violence, sachant que les sédentaires étaient peut-être pauvres, mais par le fait de cultiver des céréales, ils pouvaient être certes plus pauvres, mais plus nombreux. Et donc, par le nombre, ils ont submergé les sociétés nomades qui étaient limitées en termes de nombre. Alors, c'est assez difficile, et là encore, je ne suis pas capable de trancher ce débat. Il y a beaucoup d'hypothèses sur pourquoi au néolithique, on s'en est mis à avoir ces mouvements de violence absolument ahurissants. Le fait est que même les sociétés nomades se battaient entre elles. Et même, a priori, celles qui étaient assez loin des zones de grande sédentarisation du bassin de l'Indus ou du croissant fertile se battaient entre elles, et aussi avec de très forts niveaux de violence. Et les peuples comme ça qui ont continué pendant les siècles suivants ont maintenu des niveaux de violence très élevés. Donc, c'est assez difficile, en fait, de se faire une idée de qu'est-ce qui cause la violence. Est-ce que, par exemple, c'est le fait que la technique rende le meurtre plus facile?
qui cause la violence. Une des premières représentations de bataille qu'on a sur une grotte, d'art pariétal, hein, des trucs sur les grottes, c'est une bataille à coups d'arc. Parce qu'on pense que vers moins 15 000, on commence à maîtriser l'arc, c'est-à-dire le moyen de tuer sans prendre physiquement le risque de se rapprocher de sa victime. Alors qu'avant, même quand on lançait une sagaie ou quand il fallait se rapprocher à la main, tu prends un risque. Même face à quelqu'un de beaucoup plus faible que toi, il y a toujours un risque physiquement, quoi. Donc là, avec l'arc, le fait de pouvoir tuer, peut-être que ça extériorise une violence qui était latente. C'est une des hypothèses. Donc, voilà, il y a beaucoup d'hypothèses sur effectivement, est-ce que c'est parce que les sédentaires prennent des esclaves chez les nomades? Il y a beaucoup d'hypothèses. Le fait est que effectivement, ce qu'on voit, c'est que c'est partout et c'est à des niveaux très élevés. Ça, c'est vraiment l'apport de l'archéologie moderne de ces 20 dernières années, c'est que partout, on s'est mis à se massacrer il y a 8000 ans, donc vers moins 6000, c'était vraiment le néolithique a été une période de violence ahurissante. Incroyable. Je sais pas, si on fast-forward à une époque où les gens écrivaient et documentaient davantage ce qu'ils faisaient, donc l'histoire. Pardon, c'était peut-être ton point suivant, mais qu'est-ce qui se passe en fait à l'arrivée des premières civilisations? Alors, les niveaux de violence restent très élevés dans l'Antiquité. Et ça, c'est quelque chose qui est assez marquant, parce que quand on étudie l'histoire romaine ou l'histoire grecque, on n'a pas forcément à l'esprit le niveau de violence qui pouvait être celui de la société, même de la société très civilisée que pouvait être la démocratie athénienne ou l'Empire romain. Et quand on regarde la réalité des actions de ces sociétés-là, même en interne, les Athéniens pratiquent l'infanticide à des buts plus ou moins malthusiens, les massacres sont absolument sauvages, le fait qu'on ne compte pas vraiment les esclaves comme des gens normaux fait qu'en fait, on arrivait à se polisser entre petits groupes humains, donc c'est la grande mise en place des sociétés patriarcales où globalement les hommes de la bonne société vont commencer à plus trop se tuer entre eux, mais où par ailleurs la masse des vaincus, des barbares, des esclaves, on les massacre comme si c'était des meubles ou du bétail, quoi. Et donc on arrive dans cette antiquité, enfin la guerre des Gaules de César, c'est peut-être 700 000 morts, quoi. Parce qu'on massacre des Helvètes par milliers, on massacre certains peuples qui ne veulent pas se soumettre, donc c'est vraiment très très lourd en termes démographiques. Et on maintient ces niveaux-là. Alors, il y a une espèce de tentative de calmer la violence par un ordre féodal en Europe occidentale qui commence à émerger au Moyen-Âge, mais la vraie baisse, elle s'amorce de manière paradoxale avec la crise du XIVe siècle, où on voit que les taux d'homicide vont commencer à vraiment baisser en Europe occidentale. Donc, c'est aussi une des découvertes de l'histoire récente, de la mise en perspective du temps long du meurtre, qui est toujours majoritaire en fait dans le nombre de morts. C'est-à-dire qu'il y a la flambée de la guerre qui fait qu'à un moment donné, la guerre devient prépondérante dans la perte démographique. Et puis, l'essentiel du temps de l'humanité est quand même un temps de paix où on se tue en temps de paix. Donc, les homicides sont généralement prépondérants quand même sur le long terme pour voir le niveau de violence d'une société. Et la baisse qui s'amorce globalement vers 1300 en Europe occidentale, elle commence avant l'imprimerie. Et elle commence alors qu'il y a les mauvaises récoltes qui commencent au début du XIVe siècle, les crises alimentaires, la guerre de 100 ans pour l'espace franco-anglais qui va faire sur un siècle peut-être 1,5 million, peut-être 2 millions de morts, on ne sait pas très bien. Et puis où arrive Yersin Apestis, la peste noire, qui à partir de 1340 décime 30 à 50% de la population en Europe et n'empêche pas la baisse du taux d'homicide en Europe occidentale. Donc c'est le paradoxe de ces sociétés européennes qui, à un moment de crise extraordinairement fort, vont quand même continuer la baisse de l'homicide, sauf dans une région qui était l'Italie, qui est paradoxale, puisque l'Italie, c'est l'image qu'on a de la Renaissance, Pétrarque, Dante, tout ça, et en fait, c'était la zone de l'Europe où on se tuait encore beaucoup de manière civile. Ce qui fait dire dans mon article qu'une des hypothèses de l'affaiblissement de cette violence européenne a été la construction, sous un cadre commun chrétien, qui était l'espèce de référentiel moral, du gouvernement par les lois. Donc j'explique en quoi il y a une spécificité européenne du gouvernement par les lois, parce que tous les peuples sur la planète se sont dotés de lois. Mais les Européens, à l'époque, sortent du Moyen-Âge et mettent en place des structures où on considère que la loi n'est plus l'instrument du souverain, mais sa constitution elle-même, et où le prince, le souverain, le roi, la République, peu importe qui est souverain, est soumis de manière normale à la loi. Et donc on crée une séparation entre les individus et la loi, et on sort d'un système féodal où la fidélité était entre personnes, et on passe à un système où on est fidèles tous à une loi commune, plus ou moins négociée, plus ou moins imposée, mais à laquelle, en tout cas,
le souverain se soumet volontairement. Les prémices de ça, c'est la réforme grégorienne où le pape Grégoire a sorti une constitution et a dit voilà, ça c'est la constitution pour la papauté, moi-même je m'y soumets. Donc ça n'est plus mon bon plaisir. Donc la pratique européenne s'est structurée autour de cette approche du gouvernement par les lois, ce qu'on appelle la rule of law, qui est unique par rapport aux autres traditions juridiques. Il n'y a pas la même tradition juridique en Europe orientale et en Russie, il n'y a pas la même tradition juridique en Chine, il n'y a pas la même tradition juridique ailleurs de cette rule of law. Et ce qu'on voit, c'est qu'elle est quand même très concordante et très concomitante de la baisse de la violence civile et du fait que les Européens ont créé un espèce de paradoxe à cette époque, c'est-à-dire qu'ils vont réussir très bien à limiter la violence physique durablement dans leur société, mais ils auront deux problèmes. D'abord, quand le référentiel religieux commun se casse la gueule, ça ne marche plus. Et d'autre part, ils vont exporter de la violence coloniale en sortant de leur référentiel complet. Alors, tu parles de guerre de religion, c'est ça, sur le premier des deux points? C'est-à-dire que, à partir du XVIe siècle, à partir de 1520, arrive la réforme, qui pour le coup, elle, est fortement corrélée à l'alphabétisation. C'est-à-dire qu'on voit très clairement que les taux de succès, entre guillemets, de la réforme luthérienne sont très corrélés avec des zones d'alphabétisation fortes. Et on voit que le référentiel commun du gouvernement par les lois, il reposait quand même sur le fait que tout le monde allait à la même église prier le même Dieu le dimanche. Et les historiens du commerce ont pu retracer le fait que même dans le commerce, tous les instruments de commerce de l'époque se fondaient sur cette foi commune. Et à partir du moment où on n'a plus la même foi, on se dit, le mec d'en face, tu peux le poignarder dans le dos, finalement, ce n'est pas un problème. Même si on a une loi qui est censée être commune, le référentiel moral de dernier ressort, il n'est plus partagé. Donc on s'en fout, on peut se foutre sur la gueule. Ça rejoint un de tes autres points qui est si on veut ouvrir une parenthèse, il n'y a pas de lien particulier entre alphabétisation et moindre violence, c'est même plutôt l'inverse de ce qu'on pourrait croire, c'est-à-dire les sociétés analphabètes ne sont pas plus violentes. Non, clairement, la violence en Europe occidentale, l'homicide, ça baisse 150 ans avant que l'alphabétisation décolle vraiment, les homicides baissent. Et en 150 ans, les homicides ont diminué de moitié en Europe occidentale avant que les gens sachent lire. Et quand on dit savoir lire, c'est atteindre 25-30% de taux d'alphabétisation. D'accord. C'est vraiment, voilà. Donc on n'y est pas. Et probablement même que c'est parce qu'on vit dans une société moins violente qu'on se dit que le petit dernier, il va avoir un peu de temps pour apprendre à lire, quoi. Donc c'est aussi… alors on peut espérer qu'après, il y a un effet procyclique et qu'effectivement, plus on est instruit et moins on a envie de se taper dessus. Mais en tout cas, pour que ça décolle, pour que la violence baisse, il ne faut pas forcément se précipiter sur les livres en premier, quoi. D'accord. Mais voilà, donc tout ça pour dire que les Européens au XVIe siècle, ils reviennent dans des taux de violence ahurissants parce que leur référentiel commun religieux se pète la tronche. Les guerres de religion en France, c'est 2 millions de morts. Peut-être 3, pour un pays de 20 millions d'habitants. C'est-à-dire c'est 2 fois les pertes de la Première Guerre mondiale sur 25 ans, sur plus longtemps, enfin sur même 50 ans. Enfin, c'est 2 millions de morts de violences civiles. C'est des guerres avec des armées, mais finalement, voilà, où des Français se massacraient entre eux. Et dans les États allemands, la guerre de 30 ans, qui a été une guerre très politique, mais dont les injonctions étaient religieuses, c'est-à-dire qu'il y a 2 camps, il y avait globalement un camp plutôt des impériaux, des Espagnols et les Autrichiens, qui était très catholique, et puis un camp protestant d'Allemagne du Nord et de Suède. Bon, la France a choisi le camp protestant alors qu'elle était très catholique, mais quand même, les injonctions étaient très religieuses, et comme les injonctions étaient très religieuses et qu'il y avait beaucoup d'opérateurs privés de violence, c'est-à-dire de mercenaires qui, eux, s'en foutaient de l'injonction morale, il y a eu 8 millions de morts. Et ça a été plus de 8 millions de morts. Donc, ça a été une très, très grosse guerre en Europe, avec un très, très fort taux de perte pour les populations humaines. Et il y a eu une espèce d'effroi à la fin de la guerre de 30 ans, où même pour les standards moraux de l'époque, on s'est dit non, là, il faut qu'on arrête, trop, c'est trop, quoi. Des villes comme Magdebourg, qui avait 50 000 habitants, qui sont rasés par le sel avec peut-être 75% de morts en quelques jours. Enfin, voilà, les gens se sont dit non, là, c'est plus possible, quoi. Et donc, on a mis en place ce qu'on a appelé l'ordre westphalien, qui subsiste toujours de nos jours, qui est finalement répondre à cette question, comment on fait pour vivre ensemble quand on n'est pas d'accord sur la politique, quand on n'est pas d'accord sur la religion, quand on n'est pas d'accord sur le référentiel moral commun, quoi. C'est pas évident. Et c'est une question qui se pose toujours de manière brûlante aujourd'hui au XXIe siècle. Oui. Vas-y. Et la méthode de l'époque, la réponse qui est dans le traité de Westphalie, ça a été d'abord de dire, OK, les opérateurs privés de violence, il faut qu'ils reculent. Donc les compagnies mercenaires, maintenant, on va calmer le truc, on va toujours embaucher des mercenaires privés, mais sous contrôle public. Et autant, jusqu'à la Révolution française, il y a des soldats mercenaires dans les armées françaises, mais ils sont dans des régiments royaux qui sont encadrés par la puissance publique. Il n'y a plus de
d'armées mercenaires qui se louent clé en main, quitte bonjour, voici une armée. Ça, on a dit, OK, il faut qu'on arrête. On a créé une diplomatie qui est devenue permanente, c'est-à-dire qu'on s'est dit, OK, on ne va pas attendre d'avoir une crise pour s'envoyer un ambassadeur, on va se poser des ambassadeurs chez les uns les autres tout le temps. On va leur donner une immunité à ces gens-là, parce qu'à un moment, il faut se parler tout le temps. Et c'est peut-être la première leçon de la guerre de 30 ans qu'il faut garder, et la plus grande valeur des Nations Unies en tant que forum au XXIe siècle, c'est de se dire on se parle tous les jours. On n'attend pas d'avoir un problème pour se parler. Ça contribue quand même à créer une approche commune, des compréhensions de vocabulaire, des compréhensions de situations qui font que on est moins susceptible de se taper sur la tronche. Et puis, on a mis au centre des problématiques européennes les États en se disant, OK, on admet que l'hégémonie d'un empire ou d'une religion est impossible et même pas souhaitable. Donc, on va accepter qu'il y ait des États souverains qui s'organisent entre eux. C'est eux qui gèrent sur leur territoire leur tambouille. On ne va pas trop regarder ce que l'autre fait chez lui. Moyennant quoi, les États dialoguent entre eux, peuvent se faire la guerre, mais c'est devenu une forme d'instrument de régulation des problèmes collectifs. Et ce qu'on a appelé l'ordre des puissances est générateur de guerre en Europe, mais de guerre assez contrôlée, avec souvent l'idée qu'il faut maintenir un certain équilibre des puissances en Europe. Ce qui a contribué quand même à cet affaiblissement généralisé du taux de la violence sur le sol européen. Et le paradoxe, c'est qu'en même temps, les Européens se sont mis à exporter une violence inouïe dans le monde entier en partant à l'assaut du monde et en partant par la force et la violence sans frein à l'assaut du monde. Donc là, on est entré dans une espèce de dissonance cognitive où on s'est mis à massacrer les Amériques, à massacrer en Afrique, à massacrer partout. Mais avec, chez nous, une espèce de gouvernement en place pour s'auto-limiter chez nous. Si on avance jusqu'au 19e siècle avec les guerres napoléoniennes, donc déjà c'était de nouvelles formes de violence dans l'histoire qu'on est en train de raconter là. Donc les premières très grandes armées nationales qui s'affrontent. C'était un siècle particulièrement sanglant aussi, au-delà des guerres napoléoniennes, avec des taux de mortalité dans des conflits armés qui sont à nouveau encore plus élevés qu'au XXe siècle. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui explique est-ce que c'est des affrontements entre empires? Enfin, qu'est-ce qui se passe? La séquence des guerres révolutionnaires françaises, donc 1792-1815 pour faire simple, il y a un petit quart de siècle de guerre en Europe. Elles sont intéressantes effectivement parce que elles essayent de marquer une rupture dans cet équilibre européen des puissances et en fait, elles n'y arrivent pas. C'est-à-dire que les Français, effectivement, ont une vision assez transformatrice de la guerre. D'abord, c'est une guerre révolutionnaire qui s'exporte, qui ne reconnaît plus les référentiels qu'on a mis en place dans le traité de Westphalie, qui vont être à faire une guerre révolutionnaire au premier sens du terme, c'est-à-dire qui arrivent avec leurs canons et le code civil. Une guerre de conquête. Il y avait une espèce de tentative de frein de conquête, bon an, mal an, en Europe continentale, et là, ça ne marche plus. Donc, il y a une expansion française, puis il y a une coalition européenne, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les Européens remettent le couvercle sur la marmite. Et qu'en 1815, le Congrès de Vienne, c'est retremper l'ordre westphalien à l'expérience française, sans casser et humilier la France, parce qu'on en a besoin dans l'équilibre des puissances. Et donc, il y a une occupation de la France, on perd quelques villes, Sarrelouis, Philippeville, mais fondamentalement, on ne démembre pas la France vaincue comme a pu être l'Allemagne nazie en 1945. On se dit non, on va remettre en place cet équilibre européen des puissances, on remet un régime conservateur en France, on va faire en sorte que tout ça tienne encore. Et c'est une parenthèse, les guerres révolutionnaires qui vont beaucoup marquer notamment l'approche militaire qu'on a sur les conflits, parce qu'effectivement, il y a la levée en masse qui n'est pas un service militaire, mais qui est vraiment une levée de toute la nation en armes qu'on n'avait pas vue depuis la guerre de 100 ans en France. Qui allait beaucoup plus loin encore que ce qu'on avait fait pendant la guerre de 100 ans. Donc, il y a vraiment une mobilisation très forte. Mais voilà, c'est un moment. Et les Européens, en fait, après 1815, arrivent à re-rentrer dans un cycle de contrôle-stabilisation chez eux qui va durer. Alors, il y a le moment de la guerre de Crimée, mais qui est finalement assez circonscrit à la fois en termes de pertes humaines et de géographie en Europe. Il y a des conflits bilatéraux entre l'Autriche et la Prusse, entre la Prusse et le Danemark, entre la Prusse et la France. En Italie, entre la France et l'Autriche. Donc, il y a des conflits bilatéraux aussi avec l'Empire ottoman, mais il n'y a plus d'embrasement généralisé européen entre 1815 et 1914. Et les Européens arrivent pendant un siècle à faire tenir
ce système de puissance pendant leur grand essor industriel et à la conquête du monde. Et c'est l'époque du deuxième grand essor européen colonial. Hein. Le premier essor colonial européen, c'est avant la guerre de 7 ans. Mhm. Et le deuxième grand essor européen, celui qui va notamment conquérir l'Afrique en 25 ans, c'est à partir de 1860-70, où vraiment les Européens vont partir comme ça à la conquête de l'Afrique, vont aussi s'intéresser à la question d'Orient de plus en plus, et où il y a vraiment comme ça un affermissement de l'emprise européenne sur le monde. Et en 14, tout ça pète. C'est-à-dire que les mécanismes européens ont été tellement blindés d'alliances pour essayer de contrer les uns et les autres, qu'on arrive à une conflagration qui est celle du XXe siècle, qui est le croisement de l'industrie de la mort et de la mort par l'industrie. C'est-à-dire qu'on va à la fois tuer à nouveau avec des taux de perte hallucinants, avec des pertes humaines brutes jamais vues, avec une violence sauvage, où on a des barbaries qui sont commises qu'on n'avait pas vues aussi depuis la guerre de 30 ans, hein, des choses qui sont absolument indicibles. Mm-hmm. Et notamment parce qu'on est arrivé à un point où l'industrialisation des moyens de combat, hein, parce que c'est la révolution industrielle, donc c'est la mitrailleuse, l'artillerie à tir rapide, l'avion, le char, tout ça, télescope l'affermissement des États modernes avec la bureaucratie et la capacité de mobiliser des masses. Donc là, on va mettre 5 millions d'hommes sur le terrain en quelques jours avec des fusils, avec des armes automatiques. Donc là, on a des moyens de tuer en masse qui sont absolument énormes, des capacités de mobilisation de l'industrie qui sont gigantesques. Donc on arrive comme ça à ces taux de perte énormes. On a aussi des moyens de destruction qui font qu'on va à nouveau raser des villes par l'artillerie, par l'aviation, par des combats. On va massacrer en masse des civils. Alors, avec des pratiques très différentes. Hein. Sur le front de l'Ouest, entre Français et Allemands, finalement, on tue des civils, mais au combat, on s'en tue un peu moins. Sur le front de l'Est, en Union soviétique, c'est une barbarie sans nom. En Chine, c'est une barbarie sans nom. Et puis, cette mort par l'industrie, donc de l'industrialisation de la guerre, elle télescope l'industrie de la mort, c'est-à-dire des régimes totalitaires, qui sont aussi la marque de fabrique du XXe siècle, qui prétendent sortir finalement de cette question millénaire séculaire de comment doivent s'organiser les sociétés humaines et comment métaboliser les ressources de la violence et comment se gouverner entre nous, et qui disent, attendez, nous on a la science, alors la science racialiste, pour dire, voilà, la science nous dit il y a une race qui est supérieure, les autres sont inférieurs, ou la dialectique historique qui dit non, mais le sens de l'histoire, c'est la lutte des classes, et donc voilà, c'est la science marxiste de l'histoire. Dans les deux cas, on veut avoir une approche scientiste pour sortir de l'histoire, et on atteint des niveaux de violence qui sont aussi inouïs, quoi. Et donc là, on revient à des taux de violence qui, en fait, ce sont ceux du néolithique en termes de comportement humain, mais avec des moyens de combat du XXIe siècle et qui vont culminer jusqu'au développement de l'arme nucléaire, qui est le paradoxe du grand moment de coupure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on jette les premières armes nucléaires, la violence ne s'arrête pas, mais on commence à enclencher la dynamique inverse de la diminution de violence. C'est 1945, hein, c'est les 2 armes nucléaires sur Hiroshima, et c'est aussi ce moment de la déclaration de Philadelphie, la charte des Nations Unies, où on se dit, ok, on ne peut pas faire de paix sans justice sociale, il faut vraiment qu'on mette en place un mécanisme de contrôle collectif de la violence à l'échelle de la planète. Il faut qu'il y a 2 années d'illusions formidables, hein, de globalement entre 46, 47, comme ça. Puis bon, après, la guerre froide va rapidement gripper un certain nombre d'autres choses, mais il y a un moment vraiment de volonté de mise en place de mécanismes absolument inédits. Et encore une fois, il faut rappeler qu'on partait du néolithique il y a 8000 ans, à un moment où il y avait peut-être 500 pour 100 000 de morts violentes. Donc c'est vrai que les Nations Unies, depuis 70 ans, c'est frustrant, c'est pas parfait, c'est bloqué, c'est rageant, mais n'empêche que c'est la première fois qu'en 6000 ans, on essaye de faire une régulation à l'échelle de la planète de la violence, quoi. C'est quand même... Et en plus, pour le coup, les Européens ont réussi à exporter ce qui était du domaine de leurs bonnes idées, mais en sortant enfin de cette dissonance qui disait non mais c'est chez nous, pas dans les colonies. Là, on a dit ok, la promesse dedans, elle est que ça sera pour tout le monde partout, colonie ou pas, il faut décoloniser et puis on va régler cette question de la violence partout. Et voilà. Peut-être que je dis une bêtise depuis tout à l'heure en disant, mais peut-être c'est l'occasion de rectifier, mais j'ai aussi des graphiques devant moi qui semblent confirmer, mais que les taux d'homicide au 19e siècle étaient plus élevés qu'au 20e, mais c'est peut-être parce que, bon, hors guerre, l'insécurité, le voisin du village d'à côté, les clans qui s'affrontent, les vendettas, etc. Donc, est-ce que tu peux nous éclairer sur ce point? Alors, les taux d'homicide au 19e siècle étaient plus élevés que maintenant, mais et même que le 20e, globalement, les Européens globalement sont dans une situation
de bien moindre violence depuis le XVIIIe siècle, encore une fois, modulo l'Italie. C'est-à-dire que Ouais. ça reste pour les Européens la vraie zone de violence. C'est-à-dire quand on regarde, là, il y a les graphiques dans l'article pour les Pays-Bas, la Belgique, la zone de l'Allemagne, la Suisse, la Scandinavie et l'Angleterre, mais les taux pour la France sont assez similaires. Tous ces pays-là, ils partent de taux de meurtre, d'homicide qui sont entre 20 et 50 pour 100 000 au XIVe siècle, où ils arrivent à 5, où ils divisent la violence par 10 jusqu'au XVIIIe siècle. Et au XIXe siècle, il y a une stabilisation de cette violence, voilà, avec des taux qui ne vont pas beaucoup varier sur le long terme pour tous ces pays sur 200 ans, avec une petite baisse tendancielle, avec des flambées liées aux épisodes révolutionnaires, liées aux épisodes de guerre civile. Il y a eu des flambées en France. En France, on a des gros taux d'homicide après la Seconde Guerre mondiale. Pendant la période de la guerre d'Algérie, on en a beaucoup parlé cette semaine avec les commémorations du 17 octobre, où il y a toujours des batailles de chiffres, mais en tout cas, c'est indéniable. Il y a une remontée de la violence assez forte en France liée à l'épuration, la fin de la guerre et les épisodes coloniaux qui se déroulent aussi sur le territoire métropolitain. Ça rebaisse fortement et ça remonte un peu dans les années 90 partout dans toutes les démocraties occidentales. Mais ce n'est pas non plus une reflambée de violence comme au Moyen-Âge. L'Italie, ça reste à part parce que l'Italie, au XIXe siècle, connaît des taux de violence qui sont très élevés, qui sont 4-5 fois plus élevés que le reste des pays européens, qui sont liés à des situations très complexes de difficultés, des rapports politiques, sociaux aussi, d'encastrement de l'individu dans des rapports sociaux assez complexes, de mise en place des premiers réseaux mafieux. Le fait que la société en Italie est plus violente de manière quotidienne que les autres sociétés européennes. D'accord. Justement, alors si on avance, et avant d'ouvrir aussi sur les perspectives d'avenir, la sagesse populaire dirait que depuis les années 50, la violence est bien moindre parce que il y a la dissuasion nucléaire, il y a le commerce international qui fait que les économies sont imbriquées, ça vaut peut-être plus le coup de commercer que de se faire la guerre les uns des autres. Les guerres sont devenues coûteuses. Ça n'empêche pas évidemment des génocides ou des purges ou des famines programmées, enfin ici et là dans le monde, mais globalement on voit quand même une très nette augmentation de la population mondiale. Je pense qu'on passe de 2-3 milliards autour du milieu du siècle à 8 milliards aujourd'hui, et pourtant pas de flambée significative de violence jusqu'à arriver à finalement aujourd'hui à un monde relativement en paix. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire sur la raison pour laquelle, par exemple, les États ne se font plus la guerre de manière industrielle? Alors, je crois qu'effectivement, tu as cité les deux grandes hypothèses qui se complètent et en même temps s'affrontent dans l'étude des relations internationales, qui est la dissuasion et le commerce. Alors, globalement, soit on ne se fait plus la guerre parce qu'on a peur, et effectivement, les puissances, soit qui sont détentrices de l'arme nucléaire, soit qui sont dans des jeux d'alliance dont la sécurité est garantie par une puissance nucléaire, elles manifestent une certaine retenue. Ça ne veut pas dire qu'elles ne s'affrontent plus. Ça veut dire qu'elles essayent de rester sous le seuil de la dissuasion. Donc ça diminue à la fois la conflictualité, mais surtout le seuil de la conflictualité. Typiquement, la dissuasion, elle n'empêche pas l'Argentine d'aller envahir les îles Malouines en 1982, parce que les Argentins avaient assez confiance dans le fait que les Anglais ne briseraient pas le tabou nucléaire pour des îles dans l'Atlantique Sud. Il y a la guerre, mais par contre, très clairement, la dissuasion, elle sanctuarise un certain nombre de territoires et d'intérêts, principalement autour de la métropole historique de la puissance qui a l'arme nucléaire. Et donc, effectivement, quand on étudie, par exemple, les archives soviétiques, j'ai un article qui doit sortir bientôt, donc j'y repense, on voit dans l'étude des plans de guerre soviétiques qu'il y a un avant et un après permanence de la dissuasion française. Tant que les Français avaient 3 bombinettes dans un coin, les Soviétiques n'avaient pas de problème dans leur plan pour dire on va rentrer en France, on va acheter des armes nucléaires sur le territoire français, c'est pas un problème. À partir du moment où les Français ont une dissuasion nucléaire permanente à la guerre, les Soviétiques n'envisagent plus de frapper le territoire français. Ils se disent ok, on va pouvoir toujours manœuvrer en Allemagne, utiliser des armes nucléaires en Allemagne, mais il vaut mieux pas lancer des armes nucléaires sur le territoire français parce qu'ils vont répondre chez nous aussi, quoi. Donc il y a voilà. La dissuasion, qu'elle soit conventionnelle ou militaire ou nucléaire, d'ailleurs, elle a tendance à diminuer le seuil de guerre. Et à se dire, OK, on va essayer de s'affronter par barbouze, par groupes armés interposés, financer des milices, mais on va plus envoyer des chars sur la tronche, c'est un peu trop coûteux. Ce qui arrive quand même, comme on l'a vu au Karabakh. Et puis, effectivement, l'autre théorie, c'est le commerce, c'est de se dire, mais la guerre, souvent, c'est pour prendre des trucs,
mais c'est plus rentable maintenant qu'on a la mondialisation heureuse. On se fait plus la guerre pour prendre des trucs, ça serait un jeu à somme nulle, alors que la guerre, par le commerce, on va gagner tous beaucoup plus par les termes de l'échange. Alors, c'est une théorie qui a sa limite au sens où, historiquement, ce qu'on regarde, c'est que la guerre n'est pas si souvent que ça quand même motivée de manière directe et stricte par l'envie de prendre un truc à son voisin. C'est souvent un peu plus compliqué que ça. Et bon, voilà, il y a des choses qui sont construites dans les rapports sociaux, des groupes qui décident ou pas si un pays ou une communauté va partir en guerre. Et c'est pas toujours facile de se dire, OK, nous, on part en guerre maintenant parce qu'on veut cette ressource-là. C'est arrivé. Typiquement, le Japon en 1941 ou l'Allemagne en 1914 sont dans des situations de contraintes de ressources qui pèsent sur leur volonté de faire la guerre. Mais c'est pas tellement parce qu'ils veulent prendre quelque chose, mais parce qu'ils voient la fenêtre d'opportunité se refermer en se disant, si on n'y va pas maintenant, on va être plus faible après et on ne pourra plus le faire. Donc il vaut mieux le faire maintenant et décider d'un conflit en position de force qui nous rapportera peut-être des ressources, plutôt que d'attendre que la fenêtre se ferme et qu'on soit en position d'infériorité et qu'on ne puisse plus le faire. Donc c'est faire la guerre pour pouvoir continuer de faire la guerre. Mais voilà, quand on étudie l'histoire des guerres, c'est pas évident qu'on soit toujours à se faire la guerre pour se prendre un truc. Bon, en tout cas, ce qu'on voit clairement, c'est que cette théorie du commerce supérieur au pillage et cette théorie de la dissuasion, ben, elles tiennent, en tout cas, l'une avec l'autre et pas l'une contre l'autre pour se faire en sorte que les grandes puissances ne s'affrontent plus de manière aussi violente qu'avant et qu'effectivement, on soit dans cette espèce de transformation de la guerre en un phénomène de petite guerre civile, où tous les acteurs, d'ailleurs, ont conscience que, et la Syrie, c'est intéressant parce que la Syrie est sortie de ce paradigme où ces dernières années, depuis une trentaine d'années, depuis l'ex-Yougoslavie, la plupart des groupes de combat et des acteurs de guerre misaient avant tout sur leur image dans le monde et cherchaient à ne pas aller trop loin et à essayer de stigmatiser la violence de l'autre en essayant, alors qu'il y avait toujours des massacres et des charniers, mais évidemment, le niveau de violence tendait à diminuer parce qu'on sentait que l'acceptabilité internationale de la violence baissait. Et pour faire simple, que si on allait trop loin, il y aura une intervention internationale pour faire cesser les choses. Et donc, si on voulait continuer de se battre tranquille sans qu'il y ait des casques bleus qui arrivent, il ne fallait pas aller trop loin. Et la Syrie, ce qu'on a vu, c'est que les blocages du système de contrôle international, le fait que le Conseil de sécurité soit paralysé, que les Russes soient entrés sur le terrain, qu'Obama ne veuille pas y aller, tout ça a fait que le régime syrien s'est senti, entre guillemets, les coups des franches pour aller extrêmement loin dans la violence vis-à-vis des populations civiles et de ses adversaires. Et c'est un peu première, entre guillemets, au sens où on revient à des niveaux d'engagement de violence qui sont qu'on n'a pas vu depuis longtemps, mais qu'on a vu aussi en Ukraine, avec le retour aussi à une certaine haute intensité du combat au Haut-Karabakh. Alors, fortuitement, le Haut-Karabakh, ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a été extrêmement violent pendant quelques semaines. On est revenu à des vrais schémas d'affrontement conventionnels avec des chars, on a beaucoup parlé des drones, mais avec beaucoup de canons et de chars. Mais fortuitement, voilà, ça n'a pas trop pesé sur les populations civiles. L'Azerbaïdjan a surtout cherché à faire peur pour mettre des réfugiés sur les routes pour gêner les Arméniens du Haut-Karabakh. Ils n'ont heureusement pas trop quand même tapé sur les civils. Il y a eu des rapports sur des exactions, sur des violations du droit international humanitaire, mais on n'est pas revenu au niveau de ces conflits-là qui pouvaient être ceux des crises d'Orient des années 20. Clairement, là, on était dans des problématiques avec des millions de morts. Donc, bon an, mal an, il semble que même la violence internationale entre grandes puissances qui se font la guerre ne soit pas forcément appelée tout de suite à retrouver des niveaux de violence tels qu'on les a connus au XXe siècle. Bon, voilà, on verra si le cas syrien fait école ou si on arrive à faire en sorte que ça soit qu'une exception. C'est un vrai enjeu pour le XXIe siècle. Justement, sur les suites, j'aurais tendance à penser que les guerres entre États ne vont pas redémarrer parce que la dissuasion nucléaire va perdurer, aussi parce que les guerres sont coûteuses, aussi parce que, des guerres coûteuses pour aller éventuellement mettre la main sur des ressources, mais dans un monde où les ressources s'épuisent, aller faire la guerre pour en face aucun retour sur investissement, voilà, c'est discutable. Aussi aller s'aventurer dans des contextes climatiques de plus en plus embourbants, je sais pas si c'est un terme, mais de plus en plus de bourbiers, voilà, les vagues de chaleur à affronter par les soldats, des combats dans des conditions difficiles, des zones de sécheresse où il est difficile de s'approvisionner en eau, des zones de blackout où il est difficile pour une intervention étrangère de se fournir en électricité.
Donc voilà, aller intervenir à l'autre bout du monde quand en plus on a potentiellement déjà pas mal de problèmes chez soi, parce que on peut aussi penser à un avenir inversement où les violences seraient plutôt de nature civile, donc entre communautés, entre religions, entre enfin peu importe le pays, mais avec les questions environnementales et climatiques qui fomentent plutôt une violence de nature locale. Mais je sais pas, moi je le vois comme ça. Alors, je ne sais pas de quelle ampleur, dans quelle proportion, etc. Est-ce qu'on va arriver à plus de degrés, plus 3 degrés, ou plus 4 degrés, ou est-ce que le pic pétrolier va être, enfin, la descente pétrolière va être rapide ou progressive, permettre l'adaptation ou quoi, ou j'en sais rien. Mais toi, sur les futures configurations de violence au regard de tensions climatiques ou énergétiques ou hydriques ou autres ressources naturelles, comment est-ce que tu les envisages? Alors, déjà, je pense qu'il faut garder à l'esprit l'exemple brésilien de ces dernières années pour la violence domestique. Parce qu'on l'a dit depuis le début, hein, les trois quarts des morts, c'est des morts domestiques, c'est des homicides. Et ces dernières années, depuis 2013, si j'ai bonne mémoire, le Brésil connaît une situation très préoccupante d'augmentation très rapide de la violence armée et des homicides. Donc ça montre qu'une société, la société brésilienne, c'était quand même une des plus avancées d'Amérique du Sud, qui était quand même qui avait atteint un certain niveau de développement, Mais très mais inégalitaire. extrêmement inégalitaire. Voilà. Et la concordance de l'explosion des inégalités, de l'enrichissement par ailleurs de la société, d'un certain nombre de tensions aussi qui sont sociales et environnementales, et puis une très large libéralité dans le commerce des armes de poing, des armes légères, fait qu'on arrive comme ça, avec aussi une criminalité très forte et des taux de corruption publique très très forts. Hein, et ça, c'est aussi malheureusement une des. On ne peut pas charger que Bolsonaro aussi. Lula et ses prédécesseurs n'ont pas été très bons sur la corruption. Font qu'effectivement, on voit qu'une société qui allait dans une diminution de la violence armée, ça repart et ça repart très fort et ça repart très vite. Donc ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller parce qu'aujourd'hui, la société française, elle n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Hein. Le taux des homicides en France, il est d'à peu près 800 morts par an et c'est assez stable depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'on ne tue pas plus en France qu'avant, c'est pas vrai. On est à peu près stable à 2,2 par jour. Quoi. Ouais. Mais par contre, l'exemple brésilien doit nous interpeller. Historiquement, on est une des sociétés qui a bien baissé son taux d'homicide et qui l'a maintenu comme ça, avec des zones très localisées en France pour les homicides à Marseille, dans la Seine-Saint-Denis, un peu dans la banlieue lyonnaise et vers Lille. Et le reste du territoire français, on ne se tue pas, quoi, à part le coup de fusil de chasse de temps en temps. Mais cette situation-là, elle n'est peut-être pas totalement pérenne sur le 21e siècle. Donc voilà, le cas brésilien, il faut qu'on le garde à l'esprit, à la fois sur la régulation du commerce des armes, sur la lutte contre la corruption et surtout sur la diminution et le maintien bas des inégalités. Donc ça, c'est pour la partie civile. Après, pour la partie guerre et changement climatique, alors c'est une grande question. Il y a deux questions. Est-ce qu'on fera autant la guerre en ayant chaud et est-ce que le fait d'avoir chaud, ça nous fera faire la guerre? Bon. Alors déjà, est-ce qu'on se fera autant la guerre en se faisant chaud? Ce n'est pas dans l'article, mais sur le plan historique, les climats les plus pourris n'ont jamais empêché les hommes de se mettre sur la tronche. Et on s'est fait la guerre en Arctique, on s'est fait la guerre au Sahara, on s'est fait la guerre en Papouasie-Nouvelle-Guinée avec des taux d'humidité et de chaleur effrayants. Quand on a envie de se faire la guerre, on trouve des moyens. On a envoyé des avions au-dessus de l'Himalaya en 1945, alors qu'ils volaient à peine au-dessus de l'Himalaya. Enfin, voilà. Donc moi, je ne suis pas inquiet sur le fait que si on a vraiment envie de se massacrer, même s'il fait 3 degrés de plus, on trouvera les moyens de se battre. Malheureusement, on ne peut pas compter sur le climat pour nous dire qu'il fait trop chaud pour y aller. Et tu n'es pas inquiet quant au fait que ce soit inquiétant? Alors, si, c'est inquiétant. Non, mais je plaisante. Question, qui est une question historique, qui est est-ce que les changements climatiques déclenchent des guerres ou pas? Et là, c'est presque une question philosophique, hein, c'est-à-dire qu'il y a les collapsologues qui disent oui, regardez, le climat change, donc forcément, il y aura de la guerre parce que l'État va s'effondrer, c'est inéluctable ou pas. Ce qu'on voit historiquement, il y a des recherches qui ont été faites là-dessus. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le changement climatique et la guerre? Alors, depuis à peu près 2000 ans, les seuls changements climatiques majeurs qu'on ait connus, c'est des refroidissements, pas des réchauffements. Donc là, il y a une limite avec l'exercice, mais historiquement... C'est le petit âge glaciaire. Voilà, c'est les minimums de Maunder, le petit âge glaciaire, ou les épisodes autour du 6e, 8e siècle, hein, au moment de la peste justinienne, où il y a eu aussi un gros volcanisme. Bref, donc tout ça, on fait qu'il y a des moments où le climat se creuse en froid depuis 2000 ans, et donc c'est des moments où il fait plus froid, il fait plus sec, il y a des étés pourris, donc on ne moissonne pas des céréales, elles ont eu moins d'eau pour pousser, donc voilà, des tensions alimentaires, ça favorise les épizooties sur les animaux, ça favorise les épidémies chez les hommes, avec des phénomènes procycliques bizarres. Et donc,
voilà, il y avait ces éléments-là, et donc il y a des gens qui ont étudié les corrélations de cycle climatique et de cycle guerrier sur les plaques pour lesquelles on a des vraies bonnes archives sur la guerre. Et donc on a fait le test sur la Chine et on a fait le test sur l'Europe. Dans l'espace chinois, il y a une corrélation assez forte entre refroidissement climatique et guerre majeure, au sens où les périodes de refroidissement climatique doublent la probabilité qu'il y ait des guerres majeures. Donc 100% d'influence sur un facteur, c'est pas rien. Maintenant, ça n'est pas un déterminisme mécanique. C'est pas parce qu'il faisait forcément plus froid qu'ils allaient forcément se faire la guerre. On a doublé une probabilité, mais il y avait des guerres majeures quand il faisait chaud. Et il y avait des moments de refroidissement où les mécanismes collectifs de contrôle des guerres faisaient que ça allait, ça durait pas trop, c'était assez limité et ça allait, quoi. Voilà. Mais quand même, en Chine, c'était assez strict. En Europe, c'est beaucoup moins déterminant. La corrélation, elle tient à peu près sur la première moitié entre l'an 1000 et 1500. Ça commence à s'éroder après. Et au 19e siècle, c'est plus vrai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Européens décollent dans leur industrialisation, et au début du 19e siècle, on est tout au bois et il n'y a pas de charbon. Enfin, le charbon est lent à décoller de manière répandue dans la part des énergies. On est à l'hydraulique et au charbon de bois et à la tourbe. Les Européens décollent comme ça, et le décollage de la civilisation industrielle européenne fait que la décorrélation se produit avec le climat, et que les guerres européennes, à partir du 19e siècle, sont plus calées sur le climat. Jusqu'au 18e, il y a encore un peu de cas. On pense que c'est quand même fortement corrélé à la capacité qu'ont eu les nations européennes de faire circuler l'alimentation, de générer des excès alimentaires, des excédents alimentaires et de les faire circuler. On fait qu'au moins pour la partie tensions alimentaires, on a diminué l'impact climatique, et ce qui du coup a fait un amortisseur social qui a fait que voilà, on s'est un peu moins massacré à cause du climat. Mais en tout cas, voilà ce qu'on peut dire de la corrélation climat-guerre. Bon, ça c'est historique. Après, ce qu'on a en face de nous est potentiellement inédit. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mais quand même, ça nous interpelle sur le fait qu'une période climatique, statistiquement, par rapport à la conflictualité, elle crée des tensions indéniables qui vont venir tendre les mécanismes collectifs de contrôle de la violence. Et donc, voilà, c'est-à-dire que ça sera moins facile avec 3 degrés de plus que maintenant de contrôler collectivement les conflits sur la planète. Et pour conclure sur ta question, est-ce que la dissuasion tiendra jusqu'au XXIe siècle? Je ne sais pas. Pour l'instant, ça tient, y compris de la dissuasion nucléaire, mais la dissuasion, encore une fois, dans son efficacité moderne, elle repose sur la certitude de la seconde frappe. C'est-à-dire sur l'idée que même si on frappe en premier et qu'on fait tout bien et qu'on vitrifie le territoire de l'autre, il y aura quand même une capacité de seconde frappe, alors qui est généralement par sous-marin, qui va répondre, et on ne gagnera rien parce que ça sera un jeu à somme nulle, on se fera vitrifier aussi. C'est le vieux truc de Gaulle qui disait oui, mais si on peut tuer 60 millions de soviétiques, voilà, ils le feront. Et donc, toute la mécanique de la dissuasion qui fait de l'arme nucléaire non pas une arme d'emploi, mais une arme de non-emploi, elle repose là-dessus. Mais depuis qu'on a inventé des armes nucléaires, il y a des petits malins qui cherchent à se dire, OK, mais quand même, en vrai, comment est-ce qu'on pourrait faire une première frappe, quoi. Et dans tous les pays, partout, voilà. Après, les démocraties européennes modernes que l'arme nucléaire, c'est-à-dire nous et les Anglais, on est plutôt dans un mode où on se dit, OK, c'est pour sauvegarder vraiment les intérêts vitaux, et les Français, ils n'ont plus envie de vivre juin 1940, voilà. Mais en dehors de ça, on n'a pas trop envie de frapper qui que ce soit. Mais ce qu'on voit dans l'émergence de certains programmes militaires, notamment en Chine, là, ils ont testé cette semaine un planeur hypersonique, ce qui est clairement une arme de première frappe, ou des recherches qui ont lieu sur la maîtrise des fonds marins et sur la maîtrise de la détection sous-marine. Il y a clairement toujours une recherche par certaines puissances de l'idée de se dire, OK, mais en vrai, comment est-ce qu'on pourrait neutraliser simultanément tous les moyens de réponse de l'autre pour pouvoir le frapper en premier? Le missile avant-garde de Russie aussi, le missile hypersonique. Les scénarios russes sont vraiment plus, a priori, dans le maintien de la seconde frappe. Les Russes ont un problème au sens où ils savent qu'ils sont une puissance déclinante. Ils ont le gaz, ça tient, mais sur le plan démographique, c'est une catastrophe. Sur le plan économique, ils sont assez incertains sur l'avenir. Ils avaient un pic militaire extrêmement fort qu'ils ont pu financer jusqu'à ces dernières années par de l'argent, de la recherche et l'inertie de leur complexe de la guerre froide. Je pense que Poutine sait que le XXIe siècle va être très dur pour la Russie, et donc il a cherché à engranger un maximum de moyens et de programmes de rupture très forts pour partir dans le XXIe siècle très très haut.
Mais je ne vois pas les Russes se lancer dans des premières frappes parce qu'ils n'ont pas les reins derrière pour tirer parti de ce que leur apporterait une première frappe. Pour les Chinois ou même pour les Américains, c'est une autre vision des choses, c'est d'autres enjeux. Ou même pour le monde indien, c'est d'autres enjeux. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'il faut être conscient, c'est que notre vision européenne assez pacifique et sage de la dissuasion comme ultime garantie tranquille qu'on ne va pas se taper, tout le monde ne la partage pas sur la planète et qu'il y a des gens qui voient toujours dans l'arme nucléaire une arme d'emploi très potentielle. Et c'est pour ça, entre parenthèses, que ça serait dangereux nous-mêmes de renoncer à ces armes-là, parce que déjà qu'il y a des gens qui essayent de voir s'ils ne peuvent pas frapper en premier des puissances nucléaires, on voit bien que si soi-même on n'est plus garanti par cette arme-là, on est encore plus à risque. Donc voilà. Donc est-ce que la dissuasion tiendra? Croisons les doigts, oui, j'espère, mais c'est pas certain. Alors pour ça, croisons les doigts. Et quant au conflit civil, pour quand même aussi finir sur une note plutôt positive, il y a quand même la tendance au fait que les gens préfèrent être devant Netflix que d'aller mourir pour une cause ou même se battre tout court. Là, je fais un peu d'humour là-dessus, mais globalement, effectivement, on est quand même dans un monde où les gens, un peu partout dans le monde, n'ont pas tellement envie de se battre, que ce soit pour une cause ou pour quoi que ce soit, et qu'on préfère plutôt encaisser. Alors voilà, il y a des sécheresses, plutôt soit se serrer les coudes, soit. Je crois qu'il faut se méfier de cette réflexion-là qui sous-entend qu'on a des sociétés qui n'ont plus d'éthos guerriers ou plus envie de se battre. C'est des réflexions qui ont eu lieu à d'autres époques, dans d'autres moments, et en fait, ce n'était pas forcément vrai. Ce qu'on voit quand même historiquement, c'est qu'à partir du moment où une communauté humaine, quelle qu'elle soit, quel que soit son prétendu niveau d'amollissement moral, se trouve menacée dans sa survie, c'est-à-dire qui est envahie sur son territoire et où la vie de ses gosses et la vie de ses champs est menacée, il y a toujours un sursaut défensif assez fort, quoi. Donc, il y a une chose qui est sûre, par contre, sur la démographie, c'est qu'une population de vieux se bat moins qu'une population de jeunes. Donc ça, c'est sûr. Globalement, non, mais c'est vrai. Les militaires, ils aiment bien avoir des gens entre 18 et 25 ans. À partir de 25 ans, tu commences déjà à être un peu vieux pour être soldat, quoi. C'est bien qu'on fasse de moins en moins d'enfants. Il y aura de plus en plus de vieux qui veulent pas se battre. Parce qu'en fait, il y aura de toute façon de plus en plus de vieux. Non, mais bon, voilà. Donc, pour dire que il faut se méfier quand même aussi des idées reçues. C'est pas parce qu'on aime passer du temps devant Netflix et qu'on a a priori plus envie de se battre. Aujourd'hui, oui, tant mieux. Cela dit, je suis assez confiant sur le fait que s'il y avait une menace existentielle sur le territoire français, les gens se battraient. Et j'ai pas de doute là-dessus, quoi. Ils sauraient pas forcément comment, mais ils auraient envie de se battre, quoi. Donc, moi, je cite toujours l'exemple de mon grand-père qui est arrivé d'Italie, enfin, qui est né en France de parents italiens, qui était chétif, et à 17 ans, il est allé s'engager chez De Gaulle, quoi. Alors qu'il était épais comme ça, quoi. Pourquoi les gens se battent? Parce qu'ils ont l'impression que ça vaut le coup, quoi. Et aujourd'hui, on n'a pas envie de se battre parce qu'on se dit que ça ne vaut pas le coup, quoi. Tant mieux. Tant mieux. J'essaie de voir rien qu'en France, il y a quand même un certain contrôle des armes, et puis il n'émerge pas dans l'idée de n'importe qui de dire tiens, je vais acheter une arme. Et même la détention d'armes, on regarde un peu les courbes, est plutôt en baisse. En détention, je sais pas, mais le nombre d'armes achetées est plutôt en baisse depuis les années 90. J'arrive pas à savoir s'il y a 1 million de chasseurs ou 5 millions de chasseurs. Bref, il y a des trucs qui s'affrontent. J'essaie de revérifier, mais. Alors, sur la détention des armes, c'est un truc dont on parle souvent, notamment à propos des États-Unis. Il y a beaucoup d'idées reçues, mais d'abord, les Français sont des gens qui, globalement, ont quand même beaucoup d'armes par rapport à d'autres pays. Par rapport à d'autres pays européens, oui. Ouais. Et avec un taux de meurtre qui n'est pas très élevé. Parce que les Français ont globalement beaucoup de fusils de chasse. Alors, c'est vrai qu'ils tirent sur un cycliste de temps en temps, mais globalement, quand même, l'accidentalité des armes en France, c'est pas très élevé. Ce qu'on voit, c'est clairement qu'il n'y a pas de corrélation entre le taux d'armes à feu par habitant et le taux d'homicide. Les champions du taux d'armes à feu par habitant, c'est les Américains. Ils en ont 1,2 par habitant. Ils ont un taux d'homicide qui est proche de celui des pays baltes, qui ont 20 fois moins d'armes. Il n'y a pas de corrélation. Par contre, quand on regarde plus finement, il y a clairement une corrélation entre le niveau de violence armée et la capacité qu'ont les armes de circuler de manière non traçable, sans permis, en vente libre, et d'alimenter du coup plus facilement des réseaux criminels. Parce que la violence armée, d'abord et avant tout, elle est le fait de réseaux criminels. Et les réseaux criminels, notamment du trafic de drogue, ils ont besoin d'armes pour maintenir leur part de marché, parce que les parts de marché dans ces business-là, elles se tiennent à coups de flingue. Et on voit un peu partout sur la planète, d'ailleurs, une espèce de montée en gamme des réseaux criminels. Aujourd'hui, maintenant, clairement, il y a un passage à l'arme automatique pour les trafiquants de drogue, ce qu'ils n'avaient pas avant.
une espèce de course aux armements, d'armements légers encore, notamment parce qu'il y a des stocks qui se diffusent sur la planète et il y a du trafic d'armes. Et puis les outils numériques qui permettent encore davantage de passer sous les radars, je sais pas, le dark web, qui permettent aussi. C'est un des aspects que je traite en tant qu'officier de réserve, essayer de lutter contre le trafic d'armes. Et c'est un vrai problème parce que là où il y a beaucoup d'armes tracées, encadrées, typiquement le cas suisse qu'on cite toujours, hein, numérotées, à permis, avec des gens qui sont tracés, c'est pas un problème. Hein. On peut en avoir 10 chez soi. L'accidentalité explose pas et les meurtres explosent pas. À partir du moment où on a des armes qui circulent sous le manteau, qui peuvent être achetées sans numéro de série et en liquide, là, c'est pas bon, quoi. Donc, il y a vraiment un sujet là-dessus sur la lutte contre le trafic d'armes. Encore une fois, hein, il y a 600 000 morts violentes par an dans le monde. Il y en a 37% qui sont causées par des armes légères. Donc voilà, quand on regarde les facteurs de violence, c'est pas les armes lourdes qui tuent les gens, c'est les pistolets, c'est les fusils mitrailleurs, c'est les fusils. Ouais. Écoute, merci beaucoup Stéphane pour ce tour d'horizon. Très froidement mené sur un sujet quand même difficile. On pourra encore en parler un moment. Dans la joie et la bonne humeur, on parlera une prochaine fois de pénurie et de rationnement. On fera nos petites recherches. Mais en tout cas, merci beaucoup aussi pour la recherche très fine que tu mènes sur ces sujets-là, très droite et pour tes écrits. Et puis, on verra comment réagissent les lecteurs et les auditeurs. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, Cyrus. Au revoir.